Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce 6e congrès des entreprises du futur, ici au stade de football, ce très beau stade, le stade de l'OL, à la rencontre de PME, de TI audacieuses évidemment, à la rencontre de nos héros, avec un R aujourd'hui, R comme responsable, et on va réfléchir justement à travers ce mot responsable à l'éthique, aux data, à la place de l'homme dans cet univers numérique. On va faire le point avec mes invités dans quelques instants. La data, c'est vrai qu'il y a une accélération depuis un an avec cette crise Covid. Les entreprises ont engagé leur transformation numérique et la place de l'homme dans tout ça. On en parle avec mes invités. Sébastien Massard, bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Bismart. Directeur stratégie de Dassault Systèmes. Vous êtes un concepteur d'univers virtuel, hein, c'est bien cela, Dassault Systèmes. Exactement, pour les industries. Pourquoi ? Parce qu'il faut réinventer le monde au XXIe siècle. On a des challenges quand même à relever, des challenges écologiques, des challenges de transformation de nos sociétés. Et à un moment, c'est les industriels qui sont en train d'inventer les solutions. Il n'y a pas besoin de moins d'industrie, mais de plus d'industrie pour relever ces challenges-là. C'est-à-dire, l'industrie, elle va mieux penser notre façon de vivre en respect de la planète et des autres personnes humaines. Et à partir de ce moment-là, il y a besoin d'univers virtuels. Pourquoi ? C'est pour représenter ces solutions, les modéliser, les simuler, les nourrir avec de la donnée. C'est ça qu'on fait. Je vous présente les deux invités qui vont vous accompagner pendant 26 minutes, qui sont deux personnalités qui vont peut-être d'ailleurs vous challenger pendant ces 26 minutes. On va réfléchir, on va regarder ces datas en levant un peu la caméra. Frère Eric Salobir, merci d'être avec nous. Vous êtes un frère dominicain, président d'Optique Technologies. Et vous menez depuis fort longtemps maintenant une réflexion sur cette relation entre la tech, la data, l'humain. On va en parler avec vous. Optique Technologies, c'est un réseau de recherche, de réflexion, on en parlera peut-être dans quelques instants. Dieu et la Silicon Valley, c'est votre livre. C'est un titre très accrocheur, passionnant. Et puis vous êtes consulteur pour le Vatican. Alors, pas consultant, ça serait trop business ce mot. Vous êtes consulteur, c'est-à-dire que vous êtes celui qui conseillait le pape sur ces questions de technologie, c'est bien cela. C'est comme un consultant, sauf qu'on n'est pas payé. C'est ça, c'est un consultant bénévole. Merci Eric Salobir. Et puis enfin, à côté de vous, vous le connaissez bien, Eric Julia. Bonjour Eric, c'est Luc, mais bien sûr Luc Julia. Et c'est écrit Luc Julia. Vous êtes le fondateur de Siri. Qui n'a pas un jour demandé à ce que vous avez inventé quelque chose? Où est l'autoroute? Où se trouve tel pays? C'est vous qui êtes le père de Siri, que tout le monde connaît. On vous a baptisé le pape de la data. Je ne sais pas si vous portez, c'est pas trop lourd à porter ça sur vos épaules. Ça va bien, je ne savais pas, mais c'est intéressant. Vous êtes passé par Apple, Samsung, et puis vous êtes aujourd'hui chez Renault. J'ai lu, c'est une petite anecdote, mais qui raconte aussi une grande partie de votre vie, vous l'avez passé aux États-Unis. J'ai vu que tout jeune, avant de commencer à bidouiller dans votre garage, vous aviez inventé une machine pour faire votre lit. C'est vrai ou pas ? Tout à fait, à 9 ans, oui. Parce que comme tous les garçons, j'imagine, de cet âge-là, vous n'avez pas tellement envie de faire votre lit. Hein. À l'époque, le lit, c'était pas juste mettre une couette, vous voyez, c'était mettre le lit au carré, vous voyez. C'est ça. Et donc, du coup, je pense que j'ai passé beaucoup plus de temps à créer la machine qu'à faire le lit 20 000 fois. Mais j'ai fait une machine pour faire mon lit, oui. Ça marchait pas très bien. Hein, Ça marchait pas très bien. Ça marchait pas très bien, mais c'était rigolo. Pour terminer ce portrait, vous avez faites partie de ces Français les plus influents lorsqu'on parle de data, d'intelligence artificielle. Dieu sait que ce mot fait peur pour le grand public. On va en parler. D'abord, une première question, Sébastien Massard. On va parler de l'entreprise, mais ces questions, je sais que vous avez un cursus en philosophie, viennent souvent se heurter, la data, la tech viennent souvent se heurter à des questions d'éthique, de philosophie. C'est intégré ça en vous? Vous l'avez en vous? Complètement, en tant qu'entreprise et comme vous disiez, concepteur d'univers virtuel. Qu'est-ce qu'on apporte ? C'est l'imaginaire. L'industrie, elle suit le rêve. En fait, on a fait des grands rêves en France, en Europe. On a créé le TGV pour rapprocher les territoires. On a créé le Concorde à l'époque pour rapprocher les grandes villes du monde. On a créé la puissance nucléaire pour permettre une énergie sans carbone. Et en fait, cette capacité du rêve à générer de l'industrie, c'est quelque chose qu'il faut aussi apporter dans toutes les entreprises, dans tous les écosystèmes économiques, dans la santé, dans les territoires, etc. Et à partir de ce moment-là, vous avez besoin de dire c'est la personne humaine, c'est-à-dire la personne au travail, le concepteur, l'étudiant, qui doivent avoir toutes les clés en main pour imaginer des nouvelles solutions. Et ça ne doit pas venir de l'extérieur, ça doit être eux-mêmes qui apprennent
sur le monde et qui le transforme. Sébastien Donc ça, Massard, c'est une dimension éthique. Je vais donner la parole à Eric Salobir, mais si je vous entends bien, vous dites que finalement, il y a eu toutes ces évolutions technologiques, techniques qui ont amélioré la vie des habitants de la planète et que la data contribue c'est une pierre supplémentaire à l'amélioration de nos vies. C'est ça que vous dites? Dans la mesure où elle est utilisée pour créer des nouveaux possibles. C'est ça. Éric Salobir, cette question-là, elle est posée, puisque finalement, dans cette évolution du progrès de la technologie, de l'industrie, nous arrivons au débat qui nous anime aujourd'hui, cette place de la data, de l'intelligence artificielle et de la place de l'homme. On fait comment? On cohabite, on la repousse, on vit avec, on l'apprivoise, on essaie de la comprendre, on essaie de faire rire Luc Julia. Je fais rire Luc Julia. Ouais, à mon avis, de toute façon, on ne la repousse pas. Elle est là. Elle est là, donc de toute façon, on avance, mais en même temps, on avance en gardant en tête que toute innovation n'est pas forcément un progrès. Ce n'est pas parce que quelque chose est nouveau que c'est forcément mieux. Il faut le passer au crible de, je dirais, son utilité sociale. Est-ce que quelque chose va vraiment créer un rêve qui est un peu nébuleux, fallacieux, ou est-ce que ça va nous permettre de bâtir une société qu'on a envie de bâtir? Moi, la question que je pose toujours, c'est un peu la question qu'on se pose au sein du Conseil national du numérique, c'est de quelle société avons-nous envie, de quelle société rêvons-nous, et du coup, quelle technologie est nécessaire pour bâtir cette technologie, cette société. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Donc je pense vraiment utiliser la technologie comme un outil qui nous donne un pouvoir sur le réel, qui nous permet de transformer le monde et qui nous permet de bâtir la société dont on a vraiment envie. L'industrie, c'est le progrès, c'est le mieux vivre. Avec les exemples cités par Sébastien Massard, est-ce que le data contribue, est une pierre supplémentaire à l'amélioration de nos vies? C'est extrêmement ambivalent. C'est-à-dire la data, ça peut être utilisé pour vous manipuler politiquement, commercialement, etc. Ça peut aussi être utilisé pour vous donner du pouvoir, pour vous assister, pour vous accompagner. Moi, ma question, c'est toujours de savoir comment est-ce que l'humain sera mis en capacité de faire plus de choses. Ces technologies, pour moi, elles sont des productions de la société de deux façons. D'un côté, on les produit collectivement, elles ressemblent à notre société, oui. Et en même temps, à mesure qu'on les utilise, elles nous produisent. On est un peu produit par nos propres produits, c'est-à-dire on est transformé par l'utilisation que l'on a de ces technologies. Et donc moi, la question, c'est quel humain est fabriqué par quel type de technologie? Il faut qu'on soit attentif à ce que l'usage de ces données, l'usage de ces algorithmes nous mette en situation peut-être de prendre les petites décisions pour qu'on puisse se concentrer sur les plus grandes, mais en même temps, on sait que, par exemple, celui qui utilise tout le temps un GPS perd aussi un peu oui. Le sens de l'orientation. Donc voilà, on sait toujours ce qu'on perd. Pour moi, c'est pas seulement une révolution technologique, c'est une révolution épistémologique, et on voit bien que dans cette révolution-là, il y a des choses qu'on va abandonner comme des oripeaux. Il y a une mue, donc il y a des choses qu'on va abandonner et on voit toujours ce qu'on perd, on ne voit pas encore ce qu'on gagne, et c'est peut-être ça qui peut parfois un peu inquiéter. Vous dites, et je donne la parole avec Julia, qu'on est dans une révolution aussi importante que l'écriture cunéiforme. C'est-à-dire que vous dites qu'on est dans une rupture véritablement, on bascule vers autre chose. Moi, j'en suis persuadé parce que je pense qu'on va de plus en plus avoir un mode d'appréhension du réel, un mode d'interaction entre nous qui va devoir inclure l'algorithme et la machine. C'est-à-dire, à un moment, l'algorithme, il va servir de filtre. Il y a trop de données, il y a trop d'informations. Il faut qu'à un moment, je puisse déléguer une partie de ma capacité d'analyse à une machine, mais peut-être aussi que grâce aux technologies numériques, je vais travailler en collaboration avec d'autres. Je vais créer une intelligence collective ou collaborative qui, pour le moment, n'existait pas tellement. Donc, moi, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont en train d'évoluer. On n'y voit pas encore très clair, mais je me souviens d'une belle conversation que j'avais eue avec Michel Serres, le philosophe, quelques mois avant sa mort. Il était vraiment très clair dans son esprit. Il me disait, en fait, il me rappelait que Socrate n'était pas très emballé par la généralisation de l'écriture, parce que ça risquait de permettre à des gens de tomber sur des informations ou une connaissance. Oui, la vulgarisation est dangereuse. Oui, et puis c'était surtout le fait qu'en fait, c'était une information qui n'était pas, accompagnée d'un dialogue. Donc en fait, on ne pouvait pas préciser sa pensée, etc. Finalement, l'écriture, ça nous a quand même plutôt bien servi. Donc je pense que ce sera la même chose. Luc Julia, vous avez quand même beaucoup de recul, vous, l'inventeur, le penseur de Siri et de tout ce que vous avez inventé depuis. Vous avez pris du recul par rapport au sujet que l'on a, par rapport à l'intelligence artificielle. Vous faites partie de ceux qui, de la Silicon Valley, ont inventé des choses incroyables et qui aujourd'hui disent à leurs enfants: arrête d'y toucher, c'est fini, touche plus à l'ordinateur, coupe-toi du téléphone. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Non, alors je ne suis pas un extrémiste, hein. C'est vrai que je ne vais pas leur dire de ne pas utiliser la technologie, surtout les technologies que moi j'ai pu inventer. Mais par contre, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur les data et sur l'IA, est-ce qu'on doit en avoir peur? Est-ce qu'on va l'adopter? Je ne me rappelle plus ce que vous avez utilisé comme mot. La réalité, c'est que on les contrôle, ces choses-là. C'est-à-dire que c'est nous qui c'est l'homme.
oui, c'est nous humains, qui les avons inventés, de toute façon. Hein, ça ne sort pas de n'importe où. Donc, on les a inventés et on peut les contrôler, si on en a envie. D'accord ? Alors, je répète toujours la même chose, mais je compare les IA comme une boîte à outils et l'IA, une IA particulière, parce que c'est quelque chose de très très particulier, qui cohabite avec nous, hein, parce que justement, nous, humains, on est intelligents. L'IA n'est pas intelligente. L'IA ne fait que ce qu'on lui demande de faire dans un domaine très très particulier. D'accord ? Et donc, une de ces IA, par exemple, peut être comparée à un marteau. D'accord ? Et si c'est un marteau, le marteau, il plante le clou, très bien, mais on peut s'en servir pour taper sur la tête du voisin. Et oui. Et donc, qui décide ? Ce qu'évoquait Eric Salobir, la mauvaise utilisation de la data et l'IA. Mais qui décide ? C'est pas le marteau qui va décider. D'accord ? C'est celui qui tient le manche. Et donc, on tient le manche, on a la capacité de le tenir. Maintenant, on peut décider collectivement qu'on ne va pas faire de réglementation disant que c'est pas bien de taper sur la tête du voisin. On peut décider de faire ça. Ou on peut décider de dire c'est pas bien de taper sur la tête du voisin. Ça veut dire qu'il faut inventer ce qui n'existe pas, une gouvernance mondiale qui soit une sorte de règle commune du vivre ensemble avec nos data et l'IA. Enfin, je veux dire, ça soulève des débats politiques. Mondial ou pas, c'est pas une question mondiale. Déjà, il faut comprendre. Donc, il faut commencer par s'éduquer sur ces technologies, les comprendre. Une fois que collectivement on les comprend, une fois que les politiques les comprennent, peut-être qu'on va pouvoir réglementer. D'accord ? Donc, la réglementation, de toute façon, elle vient bien plus tard par rapport à l'innovation. Les politiques courent derrière en général, c'est une technologie qui va tellement vite. Mais c'est normal, tout le monde, pas que les politiques, tout le monde court derrière. Il n'y a que ceux qui l'inventent qui la comprennent. Et puis après, petit à petit, elle se diffuse, d'accord ? Mais cette diffusion prend du temps, mais il faut prendre le temps pour la comprendre et pour réglementer. Excusez-moi, je fais une bascule pour revenir, je dirais, au corporate, au business, mais l'entreprise, on parlait des citoyens, on parlait des individus qui, face à cette technologie, pouvaient avoir des craintes, des inquiétudes, voire des incompréhensions. Aujourd'hui, l'entreprise, elle est parfois touchée par cette incompréhension, mais elle dit, j'ai pas le choix, il faut que je bascule, il faut que j'aille dans la data. Pourquoi c'est si important aujourd'hui, cette data ? Le sujet avec la donnée, c'est qu'on ne sait pas mesurer sa valeur. À ce stade, les économistes n'ont pas trouvé quelle est la valeur de la donnée et la valeur du virtuel. Or, il y a des mesures très claires, des rapports sur les 500 plus grandes entreprises mondiales. On a analysé leur bilan et on voit que la valeur immatérielle a largement dépassé la valeur matérielle dans le bilan de ces entreprises. Ça pose question sur qu'est-ce qu'on mesure comme PIB mondial. L'économie mondiale est mesurée seulement sur le matériel. Les chefs d'entreprise, ils ont l'intuition, et les entreprises ont l'intuition que cette valeur-là, elle est décisive pour leur stratégie sur les prochaines années, parce que c'est leur capacité d'innovation qui est en jeu. Les gouvernements et les territoires ont encore des progrès à faire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur ce sujet. Donc l'entreprise qui s'intéresse aux données qu'elle a, aux données qu'elle peut générer autour des usages de ses clients, elle va pouvoir innover, créer des nouvelles solutions, et à la fin, c'est celle qui deviendra la plateforme en fait de son domaine. Chaque entreprise, grande entreprise du numérique, répond à une question. Par exemple, Google réduit la distance entre une question et la réponse. Amazon réduit la distance entre un désir et sa réalisation. C'est ça. La question que chaque entreprise doit se poser, chaque entreprise industrielle, c'est qu'est-ce qu'elle apporte au monde ? Par exemple, un Tesla va dire « Mon sujet, c'est d'améliorer l'énergie du monde. » Ce n'est pas un sujet de mobilité, c'est un sujet d'énergie. Eh bien, nous, en tant que Dassault Systèmes, on a dit on veut réduire la distance entre le virtuel et le réel. Chaque grande industrie doit se poser cette question-là. Et à la fin, le numérique est juste un moyen qui permet de mieux résoudre cette question. Donc c'est un outil pour vous, c'est un outil qui permet de créer de la valeur finalement pour l'entreprise. Et la donnée est orientée par la question. S'il n'y a pas de question, la donnée ne sert à rien. La fameuse donnée, je vous vois réagir Eric Salobir, parce qu'il y a à la fois le débat des citoyens, il y a des groupes de pression, il y a des polémiques, il y a des débats très philosophiques et politiques, et puis il y a une réalité, c'est l'entreprise industrielle en l'occurrence qui dit mais moi si je veux me développer, si je veux grossir, si je veux accompagner mes clients, j'ai pas le choix. Il faut que je passe par de l'IA, il faut que j'ai de la donnée, il faut que j'ai de la data. Pour moi, ce qui compte, c'est effectivement de pouvoir répondre à une question. Ça, c'est l'utilité sociale, je dirais, du produit. Pour moi, ce qui est important aussi, c'est d'examiner le business model qui va avec. C'est-à-dire que c'est rarement la technologie qui coince. C'est toujours au carrefour entre une technologie, un usage, donc sous forme d'un produit ou d'un service, et un marché ou un public qui peut être plus ou moins vulnérable, plus ou moins fragile. Et c'est là qu'il faut se positionner pour voir si finalement le business model, il est fait, par exemple, d'utilisateurs qui ne sont pas des clients parce qu'ils ne payent pas, mais qui du coup sont des produits parce qu'on revend leurs données. Et finalement, des choses comme l'économie de l'attention, c'est des choses qui vont se créer, se susciter parce qu'on a essayé de répondre le mieux possible à un besoin, mais qu'en même temps, la façon dont le business model a été orienté dès le début
a fait que à un moment, on en arrive ça bloque. C'est-à-dire au niveau éthique, à un moment, quand on en arrive à pousser les gens à passer le plus de temps possible sur une À plateforme, surconsommer, ouais. à un moment, il y a une difficulté. C'est un peu la même chose pour les plateformes. Je sais que toute entreprise rêve de devenir la plateforme de son domaine et c'est un peu légitime. Mais en même temps, Vous ne pouvez pas lutter contre ça. Je veux dire, Oui, espèce d'envie d'avancer, de devenir le meilleur. on peut pas lutter, mais à un moment, peut-être aussi, on peut encadrer, on peut accompagner. Parce que le danger, c'est que la plateforme, c'est pas tellement un marché ouvert comme on nous le vend parfois. C'est quand même un gatekeeper, c'est quand même celui qui tient, qui décide. C'est-à-dire qu'on veut dire, bah oui, tout le monde peut faire du commerce, par exemple, sur telle ou telle plateforme, très bien, mais aux conditions de la plateforme. Et puis, si par hasard, vous êtes exclu de la plateforme, bah, vous perdez votre accès à vos clients. À un moment, ces technologies-là, elles peuvent s'intercaler entre l'entreprise et son client. Évidemment. Là, parfois, ça peut être dangereux. D'ailleurs, ça me fait penser une parenthèse, Luc Julia, à votre passage court chez Apple. J'ai vu que vous n'étiez pas resté très très longtemps. Apple, de ce modèle où en fait, on achète la musique, vous ne pouvez pas la remettre ailleurs. Tout ça est fermé dans un lieu clos. Excusez-moi de vous réinterroger sur le parcours que vous avez eu. Ce n'est pas une anecdote, le fait que dès 9 ans, vous ayez envie de vous améliorer la vie et de parfaire votre lit. C'est une espèce de notion de c'est des choses inutiles et je vais le faire faire par la machine. C'est cette question-là que vous vous posiez à 9 ans. Et la question, on se la pose toujours. On améliore notre vie par ce confort numérique. Je vais me faire livrer au lieu de marcher pour aller chercher mon produit. Toutes ces questions étaient soulevées par votre machine qui fabriquait le lit à votre place, enfin qui faisait le lit à votre place. Ouais, bah, mon motto en fait personnel, c'est de la technologie au service des vrais gens. Hein, ça veut dire ce que ça veut dire. J'étais un vrai gens au Ouais, dans la moment- vraie vie. quand j'avais 9 ans. Et après, franchement, enfin, tout ce que j'ai pu inventer et faire, alors, au début, je l'ai fait pour moi. Et puis après, bon, on l'a plus ou moins fait pour les autres. Mais oui, c'est pour que ça serve à quelque chose. À la fin, on ne fait pas des produits ou des services pour juste la beauté du geste. C'est des fois un peu le problème de l'ingénieur en général, Oui. de faire quelque chose sans que ça ait vraiment d'utilité, sans qu'il y ait une valeur marchande ou C'est vrai. une valeur tout court. Moi, effectivement, mon but, c'est d'améliorer quelque part la vie des gens. Vous êtes sur quoi en ce moment? Dans une réflexion, je dirais, très intérieure sur les débats qu'on a avec Eric Salobir, sur l'éthique et cette espèce de technologie très envahissante, ou vous êtes sur des choses très, très concrètes? Vous dites, dans ce secteur, je peux améliorer. Vous allez réinventer quelque chose d'autre? Ouais, bah, on peut pas, c'est pas l'un sans l'autre, hein. Je suis dans une optique où je veux améliorer la vie des gens en utilisant, par exemple, dans ce cas-là, la voiture, et je pense qu'on peut faire des choses dans la mobilité, mais tout en pensant à l'éthique. J'ai une éthique personnelle, il y a certainement une éthique d'entreprise, et puis après, il y a ce que je disais tout à l'heure, la réglementation, etc. Donc, c'est pas parce qu'on va créer quelque chose de nouveau qu'on va créer quelque chose qui n'est pas éthique, ou qui au moins ne suit pas notre éthique personnelle. D'accord? Moi, j'ai une éthique personnelle, je connais les dangers. Quand on parlait tout à l'heure des dangers, il y en a des dangers, mais les dangers, je sais d'où ils viennent plus de l'humain que de la technologie elle-même. Donc, je pense que l'explication de ces technologies est la première chose à faire, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on fait souvent, d'ailleurs avec Eric aussi, parce que on va aller expliquer comment ça marche, et les gens après ils vont décider en fonction de leur culture, en fonction de plein de choses. Souverainement, parce que éduqué, parce qu'informé. Quand même sur cette question de l'entreprise, certains pensent déjà au monde d'après, parce qu'on nous a dit que bon, la 4e révolution c'était terminé, qu'on est déjà dans la 5e. Enfin, il y a parfois comme ça une sorte de course en avant et on ne sait pas où tout ça va s'arrêter. J'imagine d'ailleurs que c'est une réflexion que mène le Vatican, en se disant mais jusqu'où on va? C'est le débat que vous avez aussi, parce que vous servez des clients, vous les accompagnez, vous leur transformez leur univers. Et après, c'est quoi l'étape d'après? Ça s'arrête? C'est un monde clos ou c'est un monde infini? On est entré dans un nouveau cycle industriel. On a appelé ça l'économie de l'expérience et maintenant je dirais que c'est le sujet du vivant en fait qui est derrière cette idée d'expérience. C'est quel usage vivant on crée. C'est une exigence de respect de la planète, des sociétés humaines. Et à la fin, le vivant, il nous apprend énormément de choses parce qu'il a une R&D très très longue. Hein. Ça fait 3,5 milliards d'années que le vivant, il cherche. Donc il a trouvé des solutions il se transforme. forcément extrêmement intéressantes pour nous. On arrive à de mieux en mieux apprendre ça. Et même l'industrie la plus traditionnelle est en train de se tourner vers le vivant. Et ensuite, cette démarche d'observation, on parlait tout à l'heure des ingénieurs qui veulent plaquer des solutions qu'ils ont déjà imaginées sur le réel. C'est cette démarche inverse de l'observation qu'on est en train de faire au niveau de l'industrie, au niveau de nos sociétés. Eric Salobir, excusez-moi de vous poser la question abruptement, mais dans cette rencontre d'une technologie qui va toujours plus vite et qui nous dépasse, parce que, excusez-moi de le dire, mais
il y a une vingtaine de penseurs, et Luc Julien en fait partie, qui ont conceptualisé, qui connaissent le système. Et puis, il y a une grande partie de la planète qui est totalement dépassée et même un peu estomaquée de ce qui se passe. C'est une réflexion qui est menée au Vatican, c'est-à-dire de se demander jusqu'où ça va, est-ce qu'il faut ralentir, est-ce qu'il faut accompagner. Cette question-là, j'imagine que le pape se la pose. En fait, la question, c'est pas tellement de savoir si on peut ralentir, parce qu'on ne peut pas ralentir. C'est La ça. question, c'est plutôt de savoir où on va, jusqu'où ça va. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on accompagne et Donc, comment est-ce qu'on on ne sort pas de la route, hein, on est d'accord, on est sur la route. L'idée, c'est de vérifier qu'on évite les sorties de route, parce que les sorties de route restent possibles, il faut être honnête. Simplement, l'idée, c'est de les anticiper suffisamment. La plupart du temps, je sais pas, par exemple, le Titanic n'aurait pas eu besoin de faire demi-tour pour éviter un iceberg, il suffisait de dévier un tout petit peu le cap. Juste le problème, c'est d'anticiper. Et peut-être la difficulté qu'on a en ce moment, c'est que les cycles d'innovation sont de plus en plus courts, et que réfléchir, ça prend du temps, et que voir les conséquences sociétales, ça prend du temps, et que préparer les gens, préparer une culture, c'est toujours beaucoup plus long à développer qu'une technologie. Donc là, on voit bien qu'il y a cette espèce de course-poursuite. C'est pour ça que nous, on ne pousse pas à moins de technologie, on pousse à plus de réflexion. Et cela dit, quand je vois tout le travail qui est fait et qui nous est présenté autour du biomimétisme, donc comment, quelque part, on va se tourner vers le vivant, de la nature, mais moi, je trouve ça très intéressant parce qu'il peut y avoir un décalage entre la situation de l'inventeur qui dit « avant, il n'y avait rien et après, il y a ça. Je l'ai créé ». Et puis, la situation du scientifique, c'est un peu caricatural, mais la situation du scientifique qui va dire « je regarde la nature et je découvre des choses qui me préexistent parfois de plusieurs millions d'années ». Et je me dis « waouh, c'est quand même super bien fait ». Et effectivement… Ce qu'évoquait Sébastien Massart. Exactement. Et ça ramène à notre juste place, qui est la place d'une espèce avec beaucoup de créativité, beaucoup d'inventivité, etc. Mais dans le cadre d'une nature qui nous préexiste, d'une nature qu'on ne possède pas et d'une nature dont on a quelque part la responsabilité, d'où toute la responsabilité autour de l'impact environnemental. Donc ça, c'est un sujet. Puis j'allais évoquer le sujet des conflits, de l'intelligence artificielle qu'utilisent les armées. C'est un autre sujet, c'est cette guerre augmentée. On en revient toujours à ce débat, à cette ligne de crête entre l'utilisation de la data, je dirais, à des fins environnementales, humanitaires, et puis la data comme la bombe atomique devint un outil de destruction massive. C'est une réflexion que les chercheurs, le chercheur que vous êtes, doit être habité par cette réflexion-là. On sait très bien qu'au moment où on invente quelque chose, enfin, les inventeurs qui ne sont pas les savants fous, ils vont vouloir inventer quelque chose pour le bien de l'humanité, a priori. D'accord. Prenons Marie Curie en 1905. D'accord. Elle cherchait une nouvelle source d'énergie, elle l'a trouvée. Bon, elle n'a pas eu la chance d'aller beaucoup plus loin dans ses recherches parce qu'elle est décédée, mais si elle avait vu ce qui s'est passé avec 40 ans plus tard, peut-être qu'elle aurait été la première lanceuse d'alerte. D'accord. Et nous, scientifiques, les gens qui créent des choses, on doit avoir l'éthique personnelle dont je parlais tout à l'heure, qui va faire en sorte de dire « Ah bah tiens, j'ai inventé ça, mais peut-être qu'on va l'utiliser autrement que à quoi j'avais pensé quand je l'ai créé, et voilà à quoi ça peut servir. » C'est pour ça que c'est très important pour nous, pour les inventeurs, pour les gens qui font ces choses-là, d'aller éduquer, d'aller dire « Voilà ce qu'on peut faire avec ». Mais voilà aussi quels sont ces potentiels dangers et ces potentielles dérives. Il faut qu'on soit capable de le faire. Il faut qu'on ait, donc, encore une fois, cette éthique personnelle pour le faire. Sébastien Massart, cette question-là, parce qu'elle vient toucher aussi la notion de business, de développement économique. Cette colonne vertébrale éthique, elle est importante aussi. Oui, tout à fait. Et je dirais que cette éthique, ce n'est pas certains spécialistes ou quelques-uns qui peuvent l'avoir pour les autres. C'est un nouveau comportement qu'il faut diffuser. Et vous le voyez, je pense, autour de vous. On a tous, chacun, des comportements nouveaux, des tolérances qui diminuent par rapport à certaines façons de vivre en société et de vivre aussi au sein de la nature et avec le vivant. C'est vrai. Et à partir de ce moment-là, en fait, il faut donner à chacun les clés de lecture pour comprendre son impact, pour comprendre son engagement dans ce monde. Et là-dessus, je reviens sur les univers virtuels, ils permettent de représenter quel est l'impact de mon action pour le monde. Vous avez des applis maintenant qui vous permettent de dire si tu te comportes de telle façon, voilà le nombre de tonnes de carbone, etc. Et de plus en plus, on va avoir ça sur la santé par rapport à la personne. Elle sera projetée à 10 ans, 15 ans. Qu'est-ce que veut dire tel choix? Très gros enjeu, les données de santé, Sébastien Massart, il faut quand même le préciser. On n'a pas le temps, mais c'est un enjeu magistral, la data en santé. On le sait.
Complètement, et ça a permis quand même en 2020 de faire des choses merveilleuses. On a fait avec Medidata, notre plateforme de santé, 60% des vaccins coronavirus ont été faits, Moderna par exemple, un client. Pourquoi ils ont pu faire en un temps record, 9 mois à peu près, quelque chose qui prenait 9 ans avant? Jamais vu. C'est la donnée de santé. C'est parce qu'ils avaient suffisamment de données de santé pour travailler et développer leur vaccin. On leur a apporté en fait un apprentissage qui avait déjà été fait sur d'autres données de santé et qui a permis de calibrer les nouveaux essais cliniques. Et donc de gagner du temps et de pouvoir sauver des vies. Ça, c'est important de le préciser. On reste sur les données de santé, on n'a pas le temps parce qu'on pourrait en parler très longtemps, mais certains ont même proposé qu'on rémunère les données de santé, que le citoyen soit propriétaire de ces données et qu'elles soient rémunérées lorsqu'on les utilise. Un dernier mot, Éric Salobir, c'est une question un peu large, mais vous êtes un homme heureux dans ce monde du data et du numérique qui est partout. J'ai mon smartphone, je vais commander un taxi sur mon téléphone, je suis connecté du matin au soir. Vous l'êtes aussi. Je suis un homme heureux à partir du moment où ça me permet d'être plus au contact de mes semblables. Et moins, si c'est juste avoir le nez sur l'écran, si c'est juste être toujours plus avec un fil à la patte, ça me rend pas très heureux. Mais si ça me donne la capacité peut-être de gérer plein de choses pour moi et de me dégager du temps pour être plus avec les autres, là c'est quelque chose qui rend heureux. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement attentif à ça. On ne devient finalement une personne humaine que quand on est au contact des autres personnes humaines. Sinon, on est juste un individu. Enfin, on le voit avec les enfants loups. Quand on est coupé de l'humanité des autres, on n'accède pas pleinement à son humanité. Ouais. Donc moi, ma question, c'est comment ces technologies vont nous permettre d'accéder à un plus d'humanité. Et si c'est le cas, là, je suis un homme heureux. 10 secondes, vous êtes un homme heureux, Luc Julia? Moi, je suis très heureux. Dans ce monde très technologique. Je suis très heureux. Je vais vous donner juste un exemple. J'ai 219 objets connectés dans ma maison. Alors, on pourrait croire que c'est beaucoup, mais en fait, ces objets travaillent pour moi pour justement libérer du temps. Et libérer du temps, pourquoi? Alors, pas pour regarder plus la télévision et m'affaler sur des trucs pour regarder des trucs débiles, mais pour passer plus de temps avec mes congénères, avec ma famille, avec mes amis. Et ça me libère effectivement ce temps. Ces assistants électroniques qui sont tout autour de moi me libèrent du temps et je suis très heureux. Oui, il n'a pas perdu sa philosophie de faire trouver la machine pour faire son lit à sa place. Il est resté dans cette ligne, Luc Julia. C'est évident. Heureux, Sébastien Massard, dans ce que vous êtes en train de développer et de mettre en place chez Dassault Systèmes? On traverse un moment unique que nous, on appelle renaissance industrielle. Ça veut dire quoi? C'est que anthropologiquement, il y a des modifications très profondes dans nos sociétés. Et on est en train de créer des nouveaux possibles. Il y a des choix très très durs à faire et on n'est pas sûr de pouvoir les maîtriser complètement. Simplement, c'est des opportunités de répondre à des challenges. Le 21e siècle est chargé de challenges et c'est une intensité forte qu'on traverse tous, je pense. Merci. Merci à vous trois. C'est un vrai plaisir de partager ce moment. Merci Éric Salobir, frère dominicain, président d'Optique Technologies. Merci à Luc Julia, qui est aujourd'hui en charge de l'IA chez Renault. Et puis c'est le père de Siri. Et puis merci à Sébastien Massard, directeur stratégie chez Dassault Systèmes. C'est un vrai moment de réflexion à poursuivre évidemment chez vous, j'imagine. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Et puis la suite évidemment au prochain numéro, comme on dit. À très très bientôt.